Séminaire 13, l'objet de la psychanalyse, leçon 1. C'est 1er décembre 1965. Mesdames et messieurs, monsieur le directeur de l'école normale supérieure, qui avait bien vu dans cette enceinte de l'école où je ne suis qu'un homme, me faire l'honneur de votre présence aujourd'hui. Le statut du sujet dans la psychanalyse, dirons-nous que l'année dernière, nous l'ayons fondé. Le statut du sujet dans la psychanalyse, dirons-nous que l'année dernière, nous l'ayons fondé. Nous avons abouti à établir une structure qui rende compte de l'état de la refonte de la spaltung, où le psychanalyste le repère dans sa praxis. La psychanalyse repère cette refonte de façon en quelque sorte quotidienne, qui est admise à la base, puisque la seule reconnaissance de l'inconscient suffit à la motiver, et aussi bien qu'il le submerge, si je puis dire, de sa constante manifestation. Mais pour savoir ce qu'il en est de sa praxis, ou seulement pouvoir la diriger de façon conforme à ce qui lui est accessible, il ne suffit pas que cette division soit pour lui un fait empirique, ni même que le fait empirique ait pris forme de paradoxe. Il faut une certaine réduction, parfois longue à accomplir, mais toujours décisive à la naissance d'une science. Réduction qui constitue proprement son objet, l'épistémologie qui s'efforce à la définir en chaque cas et en tous, est loin d'avoir, à nos yeux au moins, rempli sa tâche, car je ne sache pas qu'elle ait pleinement rendu compte, par ce moyen de la définition de l'objet, de cette mutation décisive qui, par la voie de la physique, a fondé la science au sens moderne, dès lors pris pour sens absolu, position que justifie un changement de style radical dans le tempo de son progrès, la forme galopante de son immixtion dans notre monde, les réactions en chaîne qui caractérisent ce qu'on peut appeler les expansions de son énergétique. À tout cela, il nous paraît être radical une modification dans notre position de sujet ou de sens, qu'elle y est inaugurale et que la science la renforce toujours plus. Coéré ici est notre guide, et l'on sait qu'il est encore méconnu. Donc, je n'ai pas franchi à l'instant le pas concernant la création comme science de la psychanalyse. Mais on a pu remarquer que j'ai pris pour fil conducteur l'année dernière un certain moment du sujet que je tiens pour être le corrélat essentiel de la science, un moment historiquement défini, dont peut-être nous avons à savoir s'il est strictement répétable dans l'expérience, celui que Descartes inaugure et qui s'appelle le cogito. Cogito, ce corrélat qui, comme moment, est le défilé d'un rejet de tout savoir, prétend laisser au sujet un certain amarrage dans l'être, dont nous tenons qu'il constitue le sujet de la science dans sa définition, un usage du capital sur le délire de sa forme, atteinte à son affect et non son effet de sens, reproduire symptômes. Ce terme à prendre au sens de porte étroite. Ce fil ne nous a pas guidés en vain, puisqu'il nous a menés à formuler en fin d'année une division expérimentée du sujet comme division entre le savoir et la vérité, l'accompagnant d'un modèle topologique, la bande de Mobius, qui fait entendre
que ce n'est pas d'une distinction d'origine que doit provenir la division où ces deux termes viennent se conjoindre, qui reliera aux lumières que peut apporter à la technique de la lecture mon enseignement sur Freud. Cet article où Freud nous lègue le terme de Spaltung, sur quoi la mort lui fait lâcher la plume, et remontera aux articles sur le fétichisme de 1927 et sur la perte de la réalité de 1924. Celui-là appréciera s'il n'apparaît pas que ce qui motive chez Freud un remaniement doctrinal qu'il accentue dans le sens d'une topique. C'est un souci d'élaborer une dimension que l'on peut dire proprement structurale, puisque c'est la relation entre ces termes et sa reprise dialectique dans l'expérience qui seule donne appui à son progrès. Loin de supposer aucune identification d'appareil pour tout dire, que Licht Spaltung refonde du moi sur quoi s'abat sa main, c'est bien le sujet qu'il nous pointe comme terme à élaborer. Le principe de réalité, dès lors, perd toute l'ambiguïté dont il reste marqué si l'on y inclut la réalité psychique. Ce principe n'a pas d'autre fonction définissable que de conduire au sujet de la science, et il suffit d'y penser pour qu'aussitôt prennent leur champ ces réflexions qu'on s'interdit comme trop évidentes. Par exemple, qu'il est impensable que la psychanalyse comme pratique, que l'inconscient, celui de Freud, comme découverte, ait pris leur place avant la naissance, au siècle qu'on a appelé le siècle du génie, le 17e, de la science à prendre au sens absolu, au sens à l'instant indiqué, sens qui n'efface pas sans doute ce qui s'est institué sous ce même nom auparavant, mais qui, plutôt qu'il n'y trouve son archéisme, en tire le fil à lui d'une façon qui montre mieux sa différence de tout autre. Une chose est sûre, si le sujet est bien là au niveau de cette différence, toute référence humaniste devient superflue, car c'est à elle qu'il coupe court. Nous ne visons pas, se disons, de la psychanalyse et la découverte de Freud, cet accident, que ce soit parce que ses patients sont venus à lui au nom de la science et du prestige qu'il confère à la fin du 19e siècle à ses servants, même de grade inférieur, que Freud a réussi à fonder la psychanalyse en découvrant l'inconscient. Nous disons que contrairement à ce qui se brode d'une prétendue rupture de Freud avec le scientisme de son temps, que c'est ce scientisme même, si on veut bien le désigner dans son allégeance aux idéaux d'un brut eux-mêmes transmis du pacte, ou un Helmholtz et un Dubois-Raymond s'était voué à faire rentrer la physiologie et les fonctions de la pensée considérées comme y incluses dans les termes mathématiquement déterminés de la thermodynamique, parvenu à son presque achèvement de leur temps, qui a conduit Freud, comme ses écrits nous le démontrent, à ouvrir la voie qui porte à jamais son nom. Nous disons que cette voie ne s'est jamais détachée des idéaux de ce scientisme, puisqu'on l'appelle ainsi, et que la marque qu'elle en porte n'est pas contingente, mais lui reste essentielle. Que c'est de cette marque qu'il conserve son crédit, malgré les déviations auxquelles elle a prêté, et ceci en tant que Freud s'est opposé à ces déviations toujours avec une sûreté sans retard et une rigueur inflexible. Témoin sa rupture avec son adepte le plus prestigieux, Jung, nommément, dès qu'il a glissé dans quelque chose dont la fonction ne peut être définie
autrement que de tenter d'y restaurer un sujet doué de profondeur. Ce dernier terme au pluriel, ce qui veut dire un sujet composé d'un rapport au savoir, rapport dit archétypique, qui ne fut pas réduit à celui qui lui permet la science moderne, à l'exclusion de tout autre, lequel n'est rien que le rapport que nous avons défini l'année dernière comme ponctuel et évanouissant. Ce rapport au savoir, qui de son moment historiquement inaugural garde le nom de cogito, c'est à cette origine indubitable, patente dans tout le travail freudien, à la leçon que Freud nous laisse comme chef d'école, que l'on doit que le marxisme soit sans portée. Et je ne sache pas qu'aucun marxiste y ait montré quelque insistance à mettre en cause sa pensée, la pensée de Freud, au nom d'appartenance historique de Freud. Nous voulons dire nommément à la société de la double monarchie pour les bornes judaïsantes où Freud reste confiné dans ses aversions spirituelles à l'ordre capitaliste qui conditionne son agnosticisme politique. Qui d'entre vous nous écrira un essai digne de la mener sur l'indifférence en matière de la politique? J'ajouterai à l'éthique bourgeoise pour laquelle la dignité de sa vie vient à nous inspirer un respect qui fait fonction d'inhibition à ce que son œuvre est autrement que dans le malentendu et la confusion, réaliser le point de concours des seuls hommes de la vérité qui nous reste, l'agitateur révolutionnaire, l'écrivain qui de son style marque la langue. Je sais à qui je pense, et cette pensée rénovant l'être dont nous avons le précurseur. On sent ma hâte d'émerger de tant de précautions prises à reporter les psychanalystes à leurs certitudes les moins discutables. Il me faut pourtant y repasser encore, fût-ce au prix de quelque lourdeur. Dire que le sujet sur quoi nous opérons en psychanalyse ne peut être que le sujet de la science peut passer pour paradoxe. C'est pourtant là que doit être prise une démarcation, faute de quoi tout se mêle et commence une malhonnêteté qu'on appelle ailleurs pour objective, mais c'est manque d'audace et manque d'avoir repéré l'objectifoire. De notre position de sujet, nous sommes toujours responsables, qu'on appelle cela, où l'on veut, du terrorisme. J'ai le droit de sourire, car ce n'est pas dans un milieu où la doctrine est ouvertement matière à tractation que je craindrais d'offusquer personne en formulant ce que je pense, que l'erreur de bonne foi est de toute la plus impardonnable. La position du psychanalyste ne laisse pas l'échappatoire, puisqu'elle exclut la tendresse de la belle âme. C'est encore un paradoxe que de le dire. C'est peut-être aussi bien le même. Quoi qu'il en soit, je pense que toute tentative, voire tentation où la théorie courante ne cesse d'être laxe, d'incarner plus avant le sujet d'errance, toujours féconde en erreur, et comme tel fautive, ainsi de l'incarner dans l'homme, lequel il revient à l'enfant, car cet homme sera le primitif, ce qui forcera tout du processus primaire, de même que l'enfant échouera le sous-développé, ce qui masquera la vérité de ce qui se passe lors de l'enfance originelle. Bref, ce que Claude Lévi-Strauss a dénoncé comme une illusion archaïque est inévitable dans la psychanalyse, si l'on ne s'y tient pas ferme en théorie sur le principe que nous avons à l'instant énoncé, qu'un seul sujet est reçu comme tel, celui qui peut la faire scientifique.
C'est dire assez que nous tenons que la psychanalyse ne démontre ici nul privilège. Il n'y a pas de science de l'homme, ce qu'il faut entendre du même tant qu'il n'y a pas de petite économie. Il n'y a pas de science de l'homme parce que l'homme de la science n'existe pas, mais seulement son sujet. On sait ma répugnance de toujours pour l'appellation des sciences humaines, qui me semble être l'appel même de la servitude. C'est aussi bien que le terme est faux. La psychologie mise à part, qui a découvert les moyens de se survivre dans les offices qu'elle offre à la technocratie, voire, comme conclut, d'un humour vraiment soufflant. Un article sensationnel de monsieur le professeur Canguillet, dont je ne sais pas s'il est ici voir dans une glissade de toboggan du Panthéon à la préfecture de police, aussi bien au niveau de la sélection du créateur de la science, du recrutement, de la recherche et de son entretien, que la psychologie rencontrera l'écueil de son emploi. Pour toutes les sciences de cette classe, on verra facilement qu'elles ne font pas une anthropologie, qu'on examine les Vibruys ou Piaget, leurs concepts, mentalité dite prélogique, pensée ou discours prétendument égocentriques, n'ont de référence qu'à la mentalité supposée, à la pensée présumée, au discours effectif du sujet de la science. Nous ne disons pas de l'homme de la science, de sorte qu'il fait trop souvent s'apercevoir que les bornes mentales, certainement, la faiblesse de pensée, présumable, le discours effectif un peu coton de l'homme de science, ce qui n'est pas du tout de la même chose que le sujet de la science, viennent à lester leur construction non dépourvue sans doute d'objectivité, mais qui n'intéresse la science que pour autant qu'elle n'apporte rien sur le magicien, par exemple, et peu sur la magie, si quelque chose sur leurs traces. Encore, ces traces sont-elles de l'un ou de l'autre, puisque ce n'est pas les Vibruys qui les a tracées, alors que le bilan dans l'autre cas, Piaget, est plus sévère. Il ne nous apporte rien sur l'enfant, peu sur son développement puisqu'il lui manque l'essentiel, et de la logique qu'il démontre, j'entends l'enfant de Piaget, dans sa réponse à des énoncés dont la série constitue l'épreuve, rien d'autre que celle qui a présidé à leur énonciation aux fins d'épreuve, c'est-à-dire celle de l'homme de science, ou le logicien, je ne le nie pas, garde son prix. Dans les sciences autrement valables, même si leur titre est à revoir, nous constatons que de s'interdire l'illusion archaïque que nous pouvons généraliser dans les termes de psychologisants du sujet n'en entrave nullement la fécondité. La théorie des feux, mieux dire stratégie, en est l'exemple où l'on profite du caractère entièrement calculable d'un sujet strictement réduit à la formule d'une matrice de combinaisons signifiantes. Le cas de la linguistique est plus subtil puisqu'elle doit intégrer la différence de l'énoncé à l'énonciation, ce qui est bien l'incidence cette fois du sujet qui parle en tant que tel et non pas du sujet de la science. C'est pourquoi elle va se centrer sur autre chose, à savoir la batterie du signifiant dont il s'agit d'assurer la prévalence sur ses effets de signification. C'est bien aussi de ce côté qu'apparaissent les antinomies, à doser selon l'extrémisme de la position adoptée dans la constitution de cet objet. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on va très loin dans l'élaboration des effets de langage, puisqu'on peut y construire une poétique qui ne doit rien à la référence à l'esprit du poète, non plus qu'à son incarnation. C'est du côté de la logique qu'apparaissent les indices de réfraction divers de la théorie linguistique par rapport au sujet de la science. Ils sont différents pour le lexique,
pour le morphème syntaxique et pour la syntaxe de la phrase, d'où les différences théoriques entre un Jacobson, un James Cleave et un Chomsky. C'est la logique qui fait ainsi office d'ombilic du sujet, et la logique en tant qu'elle est nullement logique, liée aux contingences d'une grammaire. Il faut littéralement que la formalisation de la grammaire contourne cette logique pour s'établir avec succès, mais le mouvement de ce contour est inscrit dans cet établissement. Nous indiquerons plus tard comment se situe la logique moderne. Troisièmement, exemple. Elle est incontestablement la conséquence strictement déterminée d'une tentative, comme on l'a vu l'année dernière, de suturer le sujet de la science, et le dernier théorème de Gödel montre qu'il échoue, ce qui veut dire que le sujet en question reste le corrélat de la science, mais un corrélat antinomique, puisque la science s'avère définie par la non-issue de l'effort pour le suturer. Qu'on saisisse la marque à ne pas manquer du structuralisme. Il introduit dans toute science humaine qu'il conquiert un mode très spécial du sujet, celui pour lequel nous ne trouvons pas d'indice autre que topologique. Mettons le signe générateur de la bande de Möbius, que nous appelons le 8 intérieur. Le sujet est, si l'on peut dire, en exclusion interne à son objet. L'allégeance que l'œuvre de Claude Lévi-Strauss manifeste un tel structuralisme ne sera ici portée au compte de notre thèse qu'à nous contenter pour l'instant de la périphérie. Néanmoins, il est clair que l'auteur met d'autant mieux en valeur la portée de la classification naturelle que le sauvage introduit dans le monde, spécialement pour une connaissance de la faune et de la flore, qu'il souligne qu'elle nous dépasse, qu'il peut arguer Claude Lévi-Strauss, l'auteur d'une certaine récupération qui s'annonce dans la chimie, une physique des qualités sapides odorantes, autrement dit d'une corrélation des valeurs perceptives à une architecture de molécules à laquelle nous sommes parvenus par l'analyse combinatoire, autrement dit par la mathématique du signifiant, comme en toute science jusqu'ici. Le savoir est donc bien ici, séparé du sujet selon la ligne correcte qui ne fait nulle hypothèse sur l'insuffisance de son développement, laquelle, au reste, on serait bien en peine de démontrer. Il y a plus. Claude Lévi-Strauss, quand, après avoir extrait la combinatoire latente dans les structures élémentaires de la parenté, il nous témoigne que tel informateur, pour emprunter le terme des ethnologues, est tout à fait capable d'en tracer lui-même le graphe Lévi-Straussien. Que nous dit-il sinon qu'il extrait là, aussi bien, le sujet de la combinatoire en question, celui qui sur son graphe n'a pas d'autre existence que la dénotation égaux, a démontré la puissance de l'appareil qui constitue le mythème pour analyser les transformations mythogènes qui, à cette étape, paraissent s'instituer dans une synchronie qui se simplifie de leur réversibilité. Claude Lévi-Strauss ne prétend pas nous livrer la nature du mython. Il sait seulement ici que son informateur, s'il est capable d'écrire le cru et le cuit, au génie près qu'il met sa marque, ne peut aussi le faire sans laisser au vestiaire, c'est-à-dire au musée de l'homme, à la fois, un certain nombre d'instruments opératoires, autrement dit rituels, qui consacrent son existence de sujet en tant que mython, et qu'avec ce dépôt qui soit rejeté hors du champ de la structure, ce que dans une autre grammaire on appellerait son assentiment, la grammaire de l'assentiment du cardinal Newman. Ça n'est pas sans force, c'est écrit, quoique forgé à d'exécrables fins, j'aurais peut-être à en faire à nouveau mention.
L'objet de la mythogénie est donc lié à nul développement, non plus qu'arrêt du sujet responsable. Ce n'est pas à ce sujet-là qu'il se relate, mais au sujet de la science, et le relevé s'en fera d'autant plus correctement que l'informateur lui-même sera plus proche de réduire sa présence à celle du sujet de la science. Je crois seulement que Claude Lévi-Strauss fera des réserves sur l'introduction, dans le recueil des documents, d'un questionnement inspiré de la psychanalyse, d'une collecte suivie des rêves, par exemple, avec tout ce qu'il va entretenir de relations transférentielles. Pourquoi? Je lui affirme que notre praxis, loin d'altérer le sujet de la science, dit qu'elle seulement il peut et veut connaître, n'apporte en droit nulle intervention qui ne tende à ce que le sujet se réalise de façon satisfaisante et précisément dans le champ qui l'intéresse. Est-ce donc à dire qu'un sujet non saturé mais calculable ferait l'objet subsumant, selon les formes de l'épistémologie classique, le corps des sciences qu'on appellerait conjectural, ce que moi-même j'ai opposé au terme de sciences humaines? Je le crois d'autant moins indiquer que ce sujet fait partie de la conjoncture qui fait la science dans son ensemble. L'opposition des sciences exactes aux sciences conjecturales ne peut plus se soutenir à partir du moment où la conjecture est susceptible d'un calcul exact, probabilité par exemple, et où l'exactitude ne se fonde que dans un formalisme séparant axiomes et lois de groupement de symboles. Nous ne saurions pourtant nous contenter de constater qu'un formalisme réussit plus ou moins quand il s'agit au dernier terme d'en motiver l'après qui n'a pas surgi par miracle, mais qui se renouvelle suivant des crises efficaces depuis qu'un certain droit fil me semble avoir été pris. Répétons qu'il y a quelque chose dans le statut de l'objet de la science qui ne nous paraît pas élucidé depuis que la science est née. Et rappelons que si, certes, poser maintenant la question de l'objet de la psychanalyse, c'est reprendre la question que nous avons introduite à partir de notre venue à cette tribune, de la position de la psychanalyse hors de la science. Nous avons indiqué aussi que cette question ne saurait être résolue sans doute s'y modifie la question de l'objet dans la science comme telle. L'objet de la psychanalyse, j'annonce la couleur, et vous la voyez venir avec lui, puisqu'il n'est autre que ce que j'ai avancé, de la fonction qui joue l'objet A, de savoir sur l'objet A, serait-il alors la science de la psychanalyse? C'est très précisément la formule qu'il s'agit d'éviter, puisque cet objet A est à insérer, nous le savons déjà, dans la division du sujet, par où se structure très spécialement. C'est de là qu'aujourd'hui nous sommes repartis, le champ psychanalytique. Et c'est pourquoi il est important de promouvoir d'abord, et comme un fait à distinguer de la question de savoir si la psychanalyse est une science, si son champ est scientifique, ce fait précisément que sa praxis n'implique d'autre sujet que celui de la science. Il faut réduire à ce degré ce que vous me permettrez d'induire par une image que l'ouverture du sujet dans la psychanalyse pour saisir ce qu'il reçoit de la vérité. Cette démarche, mon son, comporte cette sinuosité que vous me voyez devoir suivre et qui tient de l'apprivoisement. Cet objet n'est pas tranquille, plutôt faut-il dire. Se pourrait-il qu'il ne vous laisse pas tranquille, et au moins ceux qui, avec lui, ont le plus à faire. Les psychanalystes qui seraient alors ceux que, d'une façon élective, j'essaierai de fixer par mon discours. C'est vrai,
Le point je vous ai donné aujourd'hui rendez-vous pour être celui où je vous ai laissé l'an passé, celui de la division du sujet entre vérité et savoir, pour eux un point familier. C'est celui où Freud les convie sous l'appel vos soirs sur l'hiver, que je retraduis une fois de plus, à l'accentuer encore ici, là où c'était, là comme sujet, dois-je la tenir. Or ce point, je leur en montre l'étrangeté à le prendre à revers, ce qui consiste ici, plutôt à les ramener à son front. Comment ce qui était à m'attendre depuis toujours d'un être obscur viendrait-il à se totaliser d'un trait qui se dire qu'à le diviser plus nettement de ce que j'en peux savoir? Ce n'est pas seulement dans la théorie que se pose la question de la double inscription pour avoir provoqué la perplexité où mes élèves Laplanche et Leclerc auraient pu lire dans leur proposition, dans la barre du problème, sa solution. Elle n'est pas en tout cas du type gestaltiste, ni à chercher dans l'assiette où la tête de Napoléon s'inscrit dans l'arbre. Elle est tout simplement dans le fait que l'inscription ne mord pas du même côté du parchemin, venant de la planche à imprimer de la vérité et du savoir, que ces inscriptions se mêlent était simplement à résoudre dans la topologie. Une surface où l'endroit et l'envers sont en état de se rejoindre partout, était à portée de main. C'est bien plus loin pourtant, dans un schème intuitif, c'est, si je puis dire, d'enserrer l'analyse dans son air, que cette topologie peut le saisir. C'est pourquoi, s'il la déplace ailleurs, ce ne peut être qu'un morcellement de puzzle qui nécessite en tout cas d'être ramené à cette base. C'est pourquoi il n'est pas vain de redire qu'à l'épreuve d'écrire, je pense, donc je suis, cela suit, que la pensée ne fonde l'être qu'à se nouer dans la parole, où toute opération touche à l'essence du langage. Si Cogito nous est quelque part, par Heidegger, fourni à ses fins, il faut en remarquer qu'il algébrise la phrase, nous sont trois d'en faire relief à son reste, cogito ergo, où apparaît que rien ne se parle qu'à s'appuyer sur la cause. Or cette cause, c'est ce que recouvre sur le ich, le dois-je de la formule freudienne, qui d'en renverser le sens, me fait jaillir le paradoxe d'un impératif qui me presse d'assumer ma propre causalité. Je ne suis pas, pourtant, cause de moi, et ce, non pas d'être la créature du créateur, il en est tout autant. Je vous renvoie là-dessus à Augustin et à son De Trinitate au prologue. La cause de soi spinozienne peut emprunter le nom de Dieu et les autres choses. Mais laissons cela à ces deux mots que nous ne ferons jouer qu'à un clé qui est aussi chose autre que le tout, et que ce Dieu d'être autre ainsi n'est pas pour autant le Dieu du panthéisme. Il faut saisir dans cet égo que Descartes accentue de la superfluité de sa fonction dans certains de ses textes latins, sujet d'exégèse que je laisse à ceux qui, ici, peuvent s'y consacrer en spécialistes. Le point dans cet égo est de trouver où il reste être ce qu'il se donne pour être, dépendant du Dieu de la religion, du curiosité de l'ergo. L'ego est solidaire de ce Dieu. Singulièrement, Descartes suit la démarche de le préserver du Dieu trompeur, en quoi c'est son partenaire qui gagne.
puisqu'il le préserve au point de le pousser au privilège exorbitant de me garantir les vérités éternelles, car être le Créateur. Cette communauté de sorts entre l'ego et Dieu, ici masquée, est la même que profère de façon déchirante le contemporain de Descartes, Angelus Silesius, en ses adjurations mystiques qui leur impose ces adjurations la forme du distique. On se souviendrait avec avantage, parmi ceux qui me suivent, de l'appui que j'ai pris sur ces jaculations, celle du pèlerin chérubinique, à les rependre dans la trace même de l'introduction au narcissisme, que je poursuivais alors selon son mode l'année de mon commentaire sur le président Schreiber. C'est qu'on peut boiter en se joint, c'est le pas de la beauté, mais il faut y boiter juste. Et d'abord, c'est dire que les deux côtés ne s'y emboîtent pas. C'est pourquoi je me permettrais de délaisser un moment ce point, pour repartir d'une audace qui fut la mienne et que je ne répéterai qu'à la rappeler, car ce serait la répéter deux fois, bis repetita, pourrait-elle être dite, au sens juste où ce terme ne veut pas dire la simple répétition. Il s'agit de la chose freudienne, discours dont le texte est celui d'un discours second, d'être, de la fois où je l'avais répété, prononcé pour la première fois. Puisse cette insistance vous faire sentir en sa trivialité le contre-pied temporel qu'engendre la répétition. Prononcé la première fois, il le fut pour une Vienne où mon biographe réparera ma première rencontre avec ce qu'il faut bien rappeler le fond le plus bas du monde psychanalytique, spécialement avec un personnage dont le niveau de culture et de responsabilité répondait à celui qu'on exige d'un garde du corps, mais peu m'importait. Je parlais en l'air, et on voulut que ce fût pour le centenaire de la naissance de Freud que ma voix se fit entendre en hommage. Ceci, non pour en marquer la place d'un lieu déserté, mais cet ordre que cerne maintenant mon discours, que la voix ouverte par Freud, n'est pas d'autre sens que celui que je reprends, l'inconscient et le langage. Ce qui en est maintenant acquis l'était déjà pour moi, on le sait. Ainsi, dans ce mouvement, peut-être jouer à se faire écho du défi de Saint-Just, au sang au ciel, de l'enchasser d'un public d'assemblée, l'aveu de n'être rien plus que ce qui va à la poussière, dit-il, et qui vous parle. Me vint-il l'inspiration qu'à voir dans la voix de Freud s'animer étrangement d'une figure allégorique et frissonner d'une peau neuve la nudité dont s'habille celle qui sort du puits. J'allais lui prêter voix. C'est une prosopopée. Je vous l'épare. Elle culmine dans ces mots. Moi, la vérité. Je parle. Et la prosopopée reprend. Pensez à la chose innommable qui, de pouvoir prononcer ces mots, irait à l'être du langage pour les entendre comme ils doivent être prononcés dans l'horreur. Mais ce dévoilement, chacun y met ce qu'il peut mettre, mettons à son crédit le dramatique assourdi, quoique pas moins dérisoire pour autant du tempo sur quoi se termine ce texte, que vous trouverez dans le numéro ad hoc, premier de l'année 1956 de l'évolution psychiatrique, sous le titre « La chose freudienne ».
Je ne crois pas que ce soit cette horreur éprouvée que j'ai dû l'accueil plutôt frais que fit mon auditoire à l'émission répétée de ce discours, laquelle ce texte reproduit. S'il voulut bien en réaliser la valeur, à son gré oblative, sa sordité si avère particulière, ce n'est pas que la chose qui est dans le titre, les choquer cet auditoire. Pas autant que tel de mes compagnons de bar à l'époque, j'entends de bar sur un radeau, ou par leur truchement j'ai patiemment concubiné 10 ans durant pour la pitance narcissique de mes compagnons de naufrage avec l'incompréhension jaspersienne et le personnalisme à la manque, avec toutes les peines du monde à nous épargner à tous notre pain coaltar de l'âme à âme libérale. La chose, ce mot n'est pas joli, m'a-t-on dit textuellement. Est-ce qu'il ne nous la gâche pas tout simplement cette aventure des fins de l'unité de la psychologie? Ou bien entendu, on ne songe pas à chosifier, à qui se fier. Nous croyons à l'avant-garde du progrès. Camarades, on ne se voit pas comme on est, et encore moins à s'aborder sous les masques philosophiques. Mais laissons, pour mesurer le malentendu là où il apporte, au niveau de mon auditoire d'alors, je prendrai un propos qui s'y fit jour à peu près à ce moment, et qu'on pourrait trouver touchant de l'enthousiasme qu'il suppose. Pourquoi colporta quelqu'un, et ce terme court encore, pourquoi ne dit-il pas le vrai sur le vrai? Ceci prouve combien vain était tout ensemble mon apologue et sa prosopopée. Prêter ma voix à supporter ces mots intolérables, moi, la vérité, je parle, passe l'allégorie. Cela veut dire tout simplement tout ce qu'il y a à dire de la vérité, de la seule, à savoir ce que je répète pourtant depuis longtemps. Il n'y a pas de métalangage. Affirmation faite pour situer tout le logico-positivisme, que nul langage ne saurait dire le vrai sur le vrai, puisque la vérité se fonde de ce qu'elle parle, et qu'elle n'a pas d'autre moyen pour se faire. C'est même pourquoi l'inconscient, qui le dit le vrai sur le vrai, est structuré comme un langage, et pourquoi moi, quand j'enseigne cela, je dis le vrai sur Freud, qui a su laisser sous le nom d'inconscient la vérité parler. Ce manque du vrai sur le vrai qui nécessite toutes les chutes que constitue le métalangage dans ce qu'il a de faux semblants et de logique. C'est là proprement la place de l'Ourverdrang ou ce refoulement originaire attirant à lui tous les autres, sans compter d'autres effets de rhétorique pour lesquels reconnaître nous ne disposons que du sujet de la science. C'est bien pour ça que pour en venir à bout, nous employons d'autres moyens. Mais il est crucial que ces moyens ne sachent pas élargir ce sujet. Leur bénéfice touche sans doute à ce qui lui manque, ce qui lui est caché. Mais il n'y a pas d'autre vrai sur le vrai à couvrir ce point vif que des noms propres, celui de Freud ou bien le mien, ou alors ces bertinades de nourrice dont on ravale un témoignage désormais ineffaçable, à savoir une vérité dont il est du sort de tous de refuser l'horrible, si pas plutôt de l'écraser, qu'il est irréfusable.
C'est-à-dire, quand on est psychanalyste, sous cette meule de moulin, dont j'ai pris à l'occasion la métaphore pour rappeler d'une autre bouche qu'une pierre quand il faut, ça crie aussi. Peut-être n'y verrait-on justifié de n'avoir pas trouvé touchante la question me concernant. Pourquoi ne dit-il pas, venant de quelqu'un dont son emploi à faire les bureaux d'une agence de vérité rendait la naïveté douteuse, et dès lors d'avoir renoncé aux offices qu'il remplissait dans la mienne d'agence, laquelle n'a pas besoin de chantre à y rêver de sacristie. Faut-il dire que nous avons à connaître d'autres savoirs que celui de la science, quand nous avons à traiter de la pulsion épistémologique? Et revenir encore sur ce dont il s'agit, c'est d'admettre qu'il nous fait renoncer dans la psychanalyse à chaque vérité répondre son savoir. Cela est le point de rupture par une dépendante de l'avènement de la science. Nous n'avons plus pour les conjoindre que ce sujet de la science. Encore nous le permet-il, et j'en plus avant dans son comment, laissant ma chose s'expliquer toute seule avec le nous-mêmes, ce qui me semble être bientôt fait, puisqu'une vérité qui parle de choses en commun avec un nous-mêmes qui, de mémoire, de raison pure, l'affirme. Ce rappel n'est pas sans pertinence, puisque le médium qui va nous servir sur ce point, vous m'avez vu l'amener tout à l'heure, c'est la cause. La cause non pas catégorique de la logique, mais en causant tous les faits. La vérité comme cause, qu'allez-vous, psychanalyste, refuser d'en assumer la question, quand c'est de là que s'est levée votre carrière? S'il est des praticiens pour qui la vérité comme telle est supposée agir, n'est-ce pas vous? N'en doutez pas. En tout cas, c'est parce que ce point faut aller dans la science que vous gardez cette place étonnamment préservée dans ce qui fait office d'espoir en cette conscience vagabonde, accompagnée en collectif des révolutions de la pensée, que Lénine décrit. La théorie de Marx est toute puissante parce qu'elle est vraie. Il laisse vide l'énormité de la question qu'ouvre sa parole. Pourquoi supposer muette la vérité du matérialisme sous ces deux faces qui n'en sont qu'une, dialectique et l'histoire? Pourquoi en faire la théorie accroîtrait-il sa puissance? Répondre par la conscience prolétarienne et par l'action du politique marxiste ne nous paraît pas suffisant. Du moins la séparation de pouvoir s'y annonce-t-elle de la vérité comme cause du savoir de son exercice? Une science économique inspirée du capital ne conduit pas nécessairement à en user comme pouvoir de révolution, et l'histoire semble exiger d'autres secours encore qu'une dialectique prédicative. Outre ce point singulier que je ne développerai pas aujourd'hui, c'est que la science, si l'on y regarde de près, n'a pas de mémoire. Elle oublie les péripéties dont elle est née quand elle est constituée. Autrement dit, une dimension de la vérité que la psychanalyse met là hautement en exercice. Il me faut préciser, on sait que la théorie physique ou mathématique, après chaque crise qui se résout dans la forme ou le terme employé de théorie généralisée, ne saurait nullement être pris pour vouloir dire simplement un passage au général. On sait qu'elle conserve souvent à son rang ce qu'elle généralise de sa structure précédente. Ce n'est donc pas cela que nous disons, ni visons, c'est le drame subjectif que coûte chacune de ces crises. Ce drame est le drame du savant. Il a ses victimes dont rien ne dit que leur destin s'inscrit dans le mythe de l'Oedipe. En tout cas, c'est une question pas très utilisée.
J.R. von Meyer, cantor. Je ne vais pas dresser un palmarès de ces drames allant parfois à la folie, où des noms de vivants viendraient bientôt s'y inscrire, où je considère que le drame de ce qui se passe dans la psychanalyse est exemplaire. Je pense qu'il ne saurait ainsi s'inclure lui-même, ce drame, dans l'Oedipe, sauf à le mettre en cause. Vous voyez le programme qui ici se dessine, il n'est pas près d'être ouvert, je le vois même plutôt bloqué. Je m'y engage avec prudence et, pour aujourd'hui, vous prie de vous reconnaître dans les lumières réfléchies de là-bas, c'est-à-dire que nous allons les porter sur d'autres champs que le psychanalytique, à se réclamer de la vérité, magie et religion, les deux positions de cet ordre qui se distinguent de la science au point qu'on a pu les situer par rapport à la science, comme fausse ou moindre science pour la magie, comme outrepassant ses limites, voire en conflit de vérité avec la science pour la seconde. Il faut le dire, pour le sujet de la science, l'une et l'autre ne sont contre, mais non pour le sujet souffrant auquel nous avons affaire. Ah, va-t-on dire ici, il y vient. Qu'est-ce que c'est ce sujet souffrant, sinon celui dont nous tirons nos privilèges, et quel droit vous donne sur lui vos intellectualisations? Je partirai pour répondre de ce que je rencontre un philosophe couronné récemment des honneurs facultaires. Il écrit la vérité de la douleur et la douleur elle-même. Ce propos que je laisse aujourd'hui au domaine qu'il explore, je reviendrai pour dire comment la phénoménologie est prétexte à la contre-vérité et le statut de celle-ci. Je ne m'en empare que pour vous poser la question à vous, analystes, oui ou non, ce que vous faites. A-t-il le sens d'affirmer que la vérité de la souffrance névrotique, c'est d'avoir la vérité comme cause? Je propose maintenant sur la magie. Je parle de cette vue qui ne laisse pas de flou sur mon obédience scientifique, mais qui se contente d'une définition structuraliste. Elle suppose le signifiant répondant comme tel au signifiant. Le signifiant dans la nature est appelé par le signifiant dans l'incantation. Il est mobilisé métaphoriquement. La chose en tant qu'elle parle répond à nos objurations. C'est pourquoi cet ordre de classification naturelle que j'ai invoqué des études de Claude Lévi-Strauss laisse dans sa définition structurale entrevoir le pont de correspondance par laquelle l'opération efficace est concevable sous le même mode où elle a été conçue. C'est pourtant là une réduction qui néglige le sujet. Chacun sait que la mise en état du sujet chamanisons, il est essentiel. Observons que le chaman, disons en chair et en os, fait partie de la nature et que le sujet corrélatif de l'opération à se recouper dans ce support corporel. C'est ce mode de recoupement qui est exclu du sujet de la science. Seuls ces corrélatifs structuraux dans l'opération sont repérables, mais exactement. C'est bien sous le mode de signifiant qu'apparaît ce qui est à mobiliser dans la nature, tonnerre et pluie, météore et miracle. Tout est ici à ordonner selon les relations antinomiques où se structure le langage. L'effet de la demande, dès lors, y est à interroger par nous dans l'idée d'éprouver si l'on y retrouve la relation définie par notre propre graphe avec le désir.
par cette fois seulement, à plus loin d'écrire d'un abord qui ne soit pas un recours grossier à l'analogie, le psychanalyste peut se qualifier d'une compétence à dire son mot sur la magie. La remarque qu'il souhaite toujours magie sexuelle, ici son prix, mais ne suffit pas à l'y autoriser. Je conclus sur 2 points à retenir votre écoute. La magie, c'est la vérité comme cause, sous son aspect de cause efficiente. Le savoir s'y caractérise non pas seulement de rester voilé pour le sujet de la science, mais de se dissimuler comme tel dans la tradition opératoire que dans son acte. C'est une condition de la magie. Il ne s'agit, sur ce que je vais dire maintenant de la religion, que d'indiquer le même abord structural et aussi sommairement, c'est dans l'opposition de traits de structure que cette esquisse prendra fondement. Peut-on espérer que la religion prenne dans la science un statut un peu plus franc? Car depuis quelque temps, il est d'étranges philosophes à y donner de leur rapport la définition la plus molle, foncièrement à les tenir pour se déployant dans le même monde de la religion, dès lors à la position enveloppante. Pour nous, sur ce point délicat, où certains entendraient nous prémunir de la neutralité analytique, nous faisons prévaloir ce principe que d'être ami de tout le monde ne suffit pas à préserver la place d'où l'on a opéré. Dans la religion, la mise en jeu précédente, celle de la vérité comme cause, par le sujet religieux s'entend, est prise dans une opération complètement différente. L'analyse à partir du sujet de la science conduit nécessairement à y faire apparaître les mécanismes que nous connaissons de la névrose obsessionnelle. Freud les a aperçus dans une fulgurance qui leur donne une portée dépassant toute critique traditionnelle. Prétendre à y calibrer la religion ne saurait être inadéquat. Si l'on ne peut partir de remarques comme celle-ci, que la fonction que joue la révélation se traduit comme une dénégation de la vérité comme cause, à savoir qu'elle dénie ce qui fonde le sujet à s'y tenir pour partie prenante, alors il y a peu de chances à donner à ce qu'on appelle l'histoire des religions, des limites quelconques, c'est-à-dire quelques rigueurs. Disons que le religieux laisse à Dieu la charge de la cause, mais qu'il coupe là son propre accès à la vérité. Aussi est-il amené à remettre à Dieu la cause de son désir, ce qui est proprement l'objet du sacrifice. Sa demande est soumise au désir supposé d'un Dieu qu'il faut dès lors séduire. Le Dieu de l'amour entre par là. Le religieux installe ainsi la vérité en un statut de culpabilité. Il en résulte une méfiance à l'endroit du savoir d'autant plus sensible chez les pères de l'Église dès qu'il se démontre plus dominant en matière de raison. La vérité y est renvoyée à des fins qu'on appelle eschatologiques, c'est-à-dire qu'elle n'apparaît que comme cause finale, au sens où elle est rapportée à un jugement de fin du monde. D'où le relent obscurantiste qui s'en reporte sur tout usage scientifique de la finalité. J'ai marqué au passage combien nous avons à apprendre sur la structure de la relation du sujet à la vérité comme cause. Dans la littérature des pères, voire dans les premières décisions conciliaires, le relationnisme
qui organise la pensée théologique n'est nullement comme la platitude se l'imagine, affaire de fantaisie. S'il y a fantasme, c'est au sens le plus rigoureux d'institution d'un réel qui couvre la vérité. Il ne nous semble pas du tout inaccessible à un traitement scientifique que la vérité chrétienne est du temps passé par l'intenable de la formulation d'un Dieu. 3 et 1. La puissance ecclésiale s'accommode ici fort bien d'un certain découragement de la pensée. Avant d'accentuer les impasses d'un tel mystère, c'est la nécessité de son articulation qui, pour la pensée, est salubre et à laquelle elle doit se mesurer. Les questions doivent être prises au niveau où le dogme achoppe en hérésie, et la question du filioque me paraît pouvoir être traitée en termes topologiques. L'appréhension structurale doit être première, permet seule une appréciation exacte de la fonction des images. Le De Trinitate, ici, tous les caractères d'un ouvrage de théorie, il peut être pris par nous comme un modèle. S'il n'en était pas ainsi, je conseillerais à mes élèves d'aller s'exposer, distrayons-nous, à la rencontre d'une tapisserie du XVIe siècle, qu'ils verront s'imposer à leur regard dès leur entrée au mobilier national, où elle les attend déployés pour encore un mois ou deux. Les trois personnes représentées dans une identité de forme absolue à s'entretenir entre elles avec une aisance parfaite aux rives fraîches de la création sont tout simplement angoissantes. Et ce que recèle une machine si bien faite quand elle se trouve affronter le couple d'Adam et d'Ève dans la fleur de son péché est bien de nature à être proposée en exercice à une imagination de la relation humaine qui ne dépasse pas en pratique la dualité, mais que mes auditeurs savent d'abord d'Augustin. Ainsi, semblais-je n'avoir défini que des caractéristiques des religions de la tradition juive. Sans doute sont-elles faites pour nous en démontrer l'intérêt. Je ne me console pas d'avoir dû renoncer à rapporter à l'étude de la Bible la fonction du nom du Père. Il reste que la clé est une définition de la relation du sujet à la vérité. Je crois pouvoir dire que c'est dans la mesure où Claude Lévi-Strauss conçoit le bouddhisme comme une relation du sujet généralisée, c'est-à-dire comme comportant une diaphragmatisation de la vérité comme cause, indéfiniment variable, qu'il flatte cette utopie de la voir s'accorder avec le règne universel du marxisme. Peut-être, là, faire trop peu de cas des exigences du sujet de la science, ou trop confiance à l'émergence dans la théorie d'une doctrine de la transcendance de la matière. Pour ce qui est de la science, ce n'est pas aujourd'hui que je puisse dire ce qui me paraît la structure de ces relations à la vérité comme cause, puisque notre progrès cette année doit y contribuer. Je l'aborderai par la remarque étrange que la fécondité prodigieuse de notre science est à interroger dans sa relation à cet aspect dont la science se soutiendrait que la vérité comme cause, elle n'en voudrait rien savoir.
On reconnaît la formule de la forclusion, laquelle viendrait ici s'adjoindre, forclusion, s'adjoindre en une série fermée à la vertrangle, refoulement, à la verneine, dénégation, dont vous avez reconnu, je pense, au passage la fonction dans la magie et la religion. Sans doute que nous avons des relations de la verveine avec la psychose, spécialement comme verveine du nom du Père. Vient-il là, en apparence, s'opposer à cette tentative du repérage structural? Pourtant, si l'on s'aperçoit qu'une paranoïa réussit à paraîtrait aussi bien être la clôture de la science, c'était la psychanalyse qui était appelée à représenter cette fonction. Si d'autre part, on reconnaît que la psychanalyse est essentiellement ce qui réintroduit dans la considération scientifique le nom du Père. Là, on n'est pas plus avancé en apparence, puisqu'on retrouve la même impasse, semble-t-il, mais on a le sentiment que de cette impasse même, on progresse et qu'on peut voir se dénouer quelque part le chiasme qui semble y faire obstacle. Peut-être le point actuel où en est le drame de la naissance de la psychanalyse et la ruse qui s'y cache à se jouer, la ruse consciente, sont-ils ici à prendre en considération, car ce n'est pas moi qui ai introduit la forme de la paranoïa réussie. Certes, me faudra-t-il indiquer que l'incidence de la vérité comme cause, dans la science, est à reconnaître sous l'aspect de la cause formelle, mais ce sera pour éclairer que la psychanalyse, par contre, en accentue l'aspect de cause matérielle. Telle est proprement son originalité dans la science. Cette cause matérielle est proprement la forme d'incidence du signifiant que j'ai défini. Par la psychanalyse, le signifiant se définit comme agissant d'abord comme séparé de sa signification. Peut-être le point actuel où en est le drame de la naissance de la psychanalyse et la ruse qui s'y cache à se jouer de la ruse consciente sont-ils ici à prendre en considération, car ce n'est pas moi qui ai introduit la forme de la paranoïa réussie. Certes, me faudra-t-il indiquer que l'incidence de la vérité comme cause dans la science est à reconnaître sous l'aspect de la cause formelle, mais ce sera pour éclairer que la psychanalyse, par contre, en accentue l'aspect de cause matérielle. Telle est proprement son originalité dans la science. Cette cause matérielle est proprement la forme d'incidence du signifiant que j'ai défini. Par la psychanalyse, le signifiant se définit comme agissant d'abord comme séparé de sa signification. C'est la figure, le caractère littéral que dessine la configuration copilatoire quand, surgissant hors des limites de la maturation biologique du sujet, elle s'imprime sans pouvoir être le signe à s'articuler effectivement de la présence du partenaire sexuel, c'est-à-dire son signe biologique. Qu'on se souvienne de nos formules différenciant le signifiant et le signe. C'est assez dire au passage que dans la psychanalyse, l'histoire est une autre dimension que celle du développement, et que c'est une aberration que d'essayer de l'y résoudre. L'histoire ne se poursuit qu'en contretemps du développement. Point
dont l'histoire comme science a peut-être à faire son profit si elle veut échapper à l'emprise toujours présente d'une conception providentielle de son cours. Bref, nous retrouvons ici le sujet du signifiant tel que nous l'avons articulé l'année dernière, véhiculé par le signifiant dans son rapport à l'autre signifiant. Il est à distinguer sévèrement tant de l'individu biologique que de toute évolution psychologique subsumable comme sujet de la compréhension. C'est, dit en termes minimaux, la fonction que j'accorde au langage dans la théorie. Il me semble comparable avec un matérialisme historique qui laisse là un vide. Peut-être la théorie de l'objet trouvera-t-elle sa place aussi bien? Cette théorie de l'objet est nécessaire, nous le verrons, à une intégration correcte de la fonction de la cause, au regard du sujet du savoir et de la vérité. Vous avez pu reconnaître au passage dans les 4 modes de sa réfraction, qui viennent ici d'être recensés, le même nombre et une analogie d'épinglage nominal qui sont à retrouver dans la physique d'Aristote. Ce n'est pas par hasard, puisque cette physique ne manque pas d'être marquée d'un logicisme qui garde encore la saveur et la sapience d'un grammatisme originel. S'interroge-t-il, restera-t-il valable que la cause soit pour nous exactement autant à se polymériser? Cette exploration n'a pas pour seul but de vous donner l'avantage d'une prise élégante sur les cadres qui échappent en eux-mêmes à votre juridiction. Entendez magie, religion, voire science, mais plutôt pour vous rappeler qu'en tant que sujet de la science psychanalytique, c'est à la sollicitation de chacun de ces modes de la relation à la vérité comme cause que vous avez à résister. La prétendue pensée magique, qui est toujours celle de l'ordre, n'est pas un stigmate dont vous puissiez épingler l'ordre. Elle est aussi valable chez votre prochain qu'en vous-même, dans les limites les plus communes. Elle est au principe de la moindre transmission d'ordre. Pour tout dire, le recours à la pensée magique n'explique rien. Ce qu'il s'agit d'expliquer, c'est son efficience. Pour la religion, elle doit bien plutôt nous servir de modèle à ne pas suivre dans l'institution d'une hiérarchie sociale où se conserve la tradition d'un certain rapport à la vérité comme cause. La simulation de l'Église catholique qui se reproduit chaque fois que la relation à la vérité comme cause vient au social est particulièrement grotesque dans une certaine internationale psychanalytique pour la condition qu'elle impose à la communication. Ai-je besoin en effet de dire que dans la science, à l'opposé de la magie et de la religion, le savoir se communique? Mais il faut insister que ce n'est pas seulement parce que c'est l'usage, mais que la forme logique donnée à ce savoir inclut le mode de la communication comme structurant le sujet qui l'implique. Tel est le problème premier que soulève la communication en psychanalyse. Le premier obstacle à sa valeur scientifique est que la relation à la vérité comme cause sous ses aspects matériels est restée négligée dans le cercle de son travail. Conclurai-je à rejoindre le point d'où je suis parti aujourd'hui, division du sujet. Ce point est un nœud. Rappelons où Freud l'ouvre. Sur ce monde du pénis de la mère où se révèle au sujet la nature du phallus. Le sujet se divise ici, nous dit Freud, à l'endroit de la réalité,
voyant à la fois s'y ouvrir le gouffre contre lequel il se rempartera d'une phobie, et d'autre part le recouvrant de cette surface où il érigera le fétiche, c'est-à-dire l'existence du pénis comme maintenu, quoique déplacé, d'un côté extrayant le pas du pas du pénis, à mettre entre parenthèses pour le transférer au pas du savoir, qui est le pas hésitation de la névrose. De l'autre, reconnaissant l'efficace du sujet dans ce ignoble qu'il érige, à lui désigner à toute heure le point de vérité, révélant du phallus lui-même qu'il n'est rien d'autre que ce point de manque qu'il indique dans le sujet. Cet index est aussi celui qui nous pointe le chemin où nous voulons aller cette année, c'est-à-dire là où vous-même reculez d'être en ce manque comme psychanalyste suscité.